Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Valentine. Bonjour Perrine. Merci de nous accueillir dans la salle Nelson Mandela à la Fondation Caritas. Incroyable. Quel nom de salle pour nous recevoir. Toutes les salles de la Fondation Caritas portent le nom de grands hommes ou de grandes femmes qui ont œuvré pour l'humanité, pour l'intérêt général. Ça nous engage pour cet épisode. Ensemble, j'espère qu'il participera à donner envie de s'engager, de faire des petits pas différemment. Merci pour ce pas de côté ensemble. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Tu connais la fameuse question du podcast. Qui m'a causé beaucoup de fil à retordre. Évidemment, on a envie de répondre à un animal qu'on admire, qu'on trouve très beau, très digne, très fort. Et on se demande si c'est vraiment ça finalement qui nous pousse, qui nous distingue. Et puis on réfléchit à quelle action est la plus importante et comment on a envie de la mener. Et là, je suis arrivée sur la petite fourmi, mais qui travaille toujours avec des milliers, même des millions d'autres, à un objectif commun, à plusieurs objectifs communs, c'est très organisé. Elles arrivent à construire des choses immenses. Grâce à cette organisation, il y a un petit peu, elles sont capables, certaines, d'aller en éclaireur pour trouver le bon endroit, pour ouvrir la bonne galerie. Et voilà, j'ai envie d'être cette petite fourmi et peut-être dans le rôle des éclaireurs. Voilà. J'aime bien l'image de la fourmi, parce qu'on m'a parlé comme de finance. Et c'est vrai que finalement, chaque euro, il n'y a pas besoin d'être un grand fortuné pour contribuer à faire bouger le système. On peut aussi chacun, avec nos euros, la manière dont on les gagne, parce que c'est de ça dont on parle sur ce podcast aussi. C'est pas d'un côté avoir une activité philanthropique et de l'autre un métier. C'est finalement ce qui est pas impossible et ce qui est pas contradictoire, mais c'est comment réussir à faire de son activité marchande une activité contributrice à apporter ses propres valeurs aussi. Donc l'image de la fourmi, je la trouve particulièrement évocatrice au regard du sujet qu'on va aborder ensemble. Bon, sauf qu'on oubliera cette phrase, la fourmi n'est pas prêteuse. Je connaissais pas cette expression. Mais oui, chaque euro compte. Donc on parle beaucoup de comment dépenser son argent ou vers quoi ne pas le dépenser. On parle un peu moins et on en parlera, je suis sûre, dans le futur, de comment investir, sur quel support. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on le gagne ? Et effectivement, il y a plusieurs métiers possibles dans une vie. Et son métier peut être synonyme d'engagement. Alors toi, tu t'es posé la question à différentes étapes de ta vie professionnelle. Quels sont justement les différents métiers que tu as fait ? Moi, j'ai commencé à travailler dans la banque, dans le financement d'entreprises, pas tellement par passion. Je ne sais pas si des gens passionnés parmi les banquiers, mais plutôt par envie d'avoir plusieurs vies possibles. Dans une banque, il y a beaucoup de métiers et on sait que les banques favorisent ces changements dans leur structure, à l'intérieur de leur structure, par l'envie de rencontrer des personnes différentes. Donc, quand on finance des entreprises, on rencontre beaucoup de dirigeants qui en sont à des stades différents. Certains financent pour se développer, d'autres pour se structurer, d'autres pour se restaurer. Voilà, je savais que je voulais de la diversité.
La banque offre cela. J'y ai découvert beaucoup plus que ça. Intellectuellement, c'était absolument passionnant. Oui, parce que finalement, aujourd'hui, quand on veut entreprendre sa propre vie, acheter une maison, financer les études de ses enfants, ou quand on veut entreprendre une entreprise, la banque, ça reste quand même le partenaire clé, enfin un des partenaires clés. C'est aussi au service de ça. Tout le monde a une banque. C'est ce qu'on se disait. C'est un service complètement universel. Ceux qui ne l'ont pas sont en très grande difficulté. Quand on ne peut pas ouvrir un compte en banque, c'est qu'on est en très grande difficulté. C'est jamais par choix. Donc effectivement, c'est une diversité de métiers, de personnes rencontrées. Et à l'intérieur d'une banque, il y a des profils aussi très très différents. Et ça, c'est absolument passionnant quand on est comme je l'ai été, sur des métiers entre guillemets assez commerciaux, où on est le point d'entrée pour un certain type de clientèle et qu'on va le rediriger vers d'autres personnes qui vont structurer sa partie personnelle de ses avoirs ou réfléchir à comment financer au mieux ses projets professionnels. Voilà. C'était ça le plus important, la diversité. Et tu es arrivé comment à la banque, en fait? Parce qu'on entend rarement un enfant dire «Oh, plus tard, je serai banquier». Ah là là, je me souviens très bien, parce que je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Et pendant un petit boulot d'été, on avait une discussion assez intéressante avec le responsable du département où je travaillais, qui me demande ce que je veux faire. Je lui dis, écoute, je n'en sais strictement rien. Moi, j'aime bien la biologie, j'aime bien la chimie. Donc, je m'apprêtais à faire plutôt ça. Il me dit, si tu sais pas ce que tu veux faire, dis-moi ce que tu veux être plus tard. Ah, j'adore cette question. Qu'est-ce que tu veux être? Je vais essayer avec mon fils. Comment tu te positionnes plus tard? C'était très basique, c'était pas je veux être une grande dame, machin, c'est comment tu te positionnes. J'avais pas de grandes ambitions. Moi, je me vois mariée, avec des enfants, vivant dans une maison. J'aimerais partir en vacances. Enfin, c'était très simple. Et il prenait des notes pendant ce temps-là. Tu te vois vivre dans quelle région? Donc, j'étais parisienne. Vivre à Paris. Tu veux combien d'enfants? Est-ce que tu veux faire du sport? Et que tes enfants fassent du sport? Et il notait. C'est très caricatural, mais... Et à la fin, il me dit, voilà. Il faut que tu gagnes au moins tant par mois. Ah, il t'a fait le business plan de ta vie. Oh là là. Bon, alors bien, je voulais m'assumer. Je me disais pas que c'était en me mettant en couple que tout ça allait se réaliser. Et donc je dis très bien, donc il faut que je gagne tout ça. Ça me semblait beaucoup. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Il me dit pas sûr que devant ton microscope tu gagnes tout ça. Et il me dit, tu sais, la banque c'est pas si mal. C'était un petit boulot dans la banque. La banque, c'est pas si mal. Tu pourras progresser. Si tu vas vers tel type de métier, il y a des bonus. C'est très matérialiste, finalement, ma vocation. Au départ. Au départ. Voilà. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait une école de commerce et je suis rentrée dans la banque. Côté financement d'entreprise, j'avais l'impression que c'était là où je rencontrerais plus de monde plutôt qu'en gestion de fortune, où les sujets me semblaient un peu plus étroits. Aujourd'hui, je sais que je me trompe, que je me trompais, mais à l'époque, c'est comme ça que je le voyais. Donc, tu es resté combien de temps dans la banque? 20 ans. 20 ans. Et aujourd'hui, tu n'es plus du tout dans ce secteur. Tu es toujours sur cette expertise métier, mais tu as complètement changé de secteur puisque tu es à la Fondation Caritas. Tu peux nous expliquer ton rôle aujourd'hui? Donc effectivement, c'est un virage à 360, mais pas tant que ça. Je reste dans le même écosystème finalement. Mon rôle aujourd'hui, je suis encore un point d'entrée, je suis encore un pont qui fait le lien entre le monde associatif et les philanthropes. Ça, c'est plus spécifiquement le rôle de la Fondation Caritas. Et moi, je m'insère dans la Fondation Caritas grâce à mon expertise sur ce milieu, cet écosystème des banques, des family office, des notaires, des avocats, en faisant se rejoindre ce monde-là avec le monde associatif, l'expertise de la Fondation Caritas sur la thématique de la précarité et de l'exclusion, donc certaines associations, pas toutes, et je vais les aider à trouver une valeur ajoutée
de discuter avec leurs clients de philanthropie et de philanthropie stratégique, de fait. Donc tu mets 20 ans d'expertise et de compétences acquises, développées dans le secteur financier, aujourd'hui au service de la philanthropie stratégique. Grand virage et en même temps très belle continuité, avec finalement tu transposes et tu apportes cette expertise métier en inventant quelque part aussi une nouvelle activité quasiment. Il y a un côté assez entrepreneur, parce que tu crées de la valeur, tu permets de créer finalement de nouvelles dotations, de nouveaux projets, de faire émerger de nouveaux projets. Donc il y a un côté très, je trouve, entrepreneurial et émergent. Quelles ont été les étapes en fait? Parce que j'imagine ça s'est pas fait du jour au lendemain. T'as pas pris une baguette magique du jour au lendemain en disant «Oh, bah je vais quitter la grande banque et je vais rentrer en fondation au sein d'une association». Quelles ont été les étapes en fait de cette mise en mouvement de carrière? L'étape est avant tout personnelle. C'est se dire je suis bien dans mon métier, c'est merveilleux, c'est stimulant intellectuellement, je rencontre beaucoup de gens passionnants, mais il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? Bon, je suis quelqu'un d'assez engagé, j'avais des engagements, mais je sentais que ça ne suffisait plus. Et lors d'une discussion, moi c'est beaucoup par des rencontres et des discussions, on me dit tu devrais aller voir vers le management de transition dans l'associatif. Tiens, pourquoi pas? Donc je pousse cette idée, je rencontre différentes personnes de mon réseau en leur demandant ce qu'ils en pensent, ce qu'ils voient. J'ai rencontré une personne qui était le président d'une association qui me dit écoute, viens, il me faut une directrice générale. Il y a des enjeux de restructuration, de développement, c'est passionnant. C'est une association qui œuvre dans le secteur hospitalier. Je n'y connaissais rien, mais c'était un secteur à découvrir. Je lui ai dit banco. Je n'ai pas forcément eu une très longue réflexion. Je savais intimement que j'avais envie de faire quelque chose, que j'avais besoin de changement et envie de donner, de m'engager. Donc ces deux raisons me paraissaient suffisantes pour dire « Ok, je viens ». Et donc je suis arrivée dans cette association en septembre 2019, donc dans le secteur hospitalier. En décembre, la crise sanitaire du Covid, en tout cas à l'hôpital, démarrait. On était complètement plongé dedans en février. Et vous vous en souvenez, ça a duré... Le fameux mois de mars 2020. Voilà. Oui. Exactement, 4 ans après. Difficile d'oublier. Un véritable tsunami à l'hôpital, n'en parlons pas. Et donc, au bout d'1 an, j'ai pas du tout eu le temps de mener la mission pour laquelle j'étais venue. Et donc, le président me dit « Est-ce que tu peux rester 1 an de plus ?» Bon, ok. J'ai pas trop à réfléchir, ça m'allait bien. Restons 1 an de plus. Cette crise sanitaire a encore duré finalement. Et puis, quelques mois après, un nouveau décret sortait qui avait des implications fortes sur cette association et l'hôpital. Un décret de l'hôtel hospitalier, si ça intéresse certains. Et bref, il m'a dit « Est-ce que tu peux rester encore 1 an ?» Pareil, pas tellement besoin de réfléchir, un enjeu passionnant, nouveau. L'équipe avec laquelle je travaillais était très chouette. L'hôpital, c'est quand même passionnant. On n'a pas trop de 2 ans pour en faire le tour. Donc voilà. Au bout de 3 ans, la mission pour laquelle j'étais venue était accomplie. On avait mené les applications à mettre en œuvre pour ce décret qui était sorti. Et là, je sentais qu'il était temps pour moi de bouger parce que j'avais peu d'avenir à l'hôpital. Je n'avais pas du tout une formation médicale. Je ne suis pas si vieille. Il me reste encore... combien de temps il nous reste à travailler? Presque 20 ans. Pour l'instant, c'est ce qui est annoncé. Donc voilà, il fallait que je bouge. Mais pour faire quoi? Je me suis dit, je retourne dans la banque, quoi. C'est ce que je sais faire. Mais un peu titillé quand même à me dire c'était quand même pas si mal cette expérience. Mais j'avais pas tellement découvert le milieu associatif. On avait tellement bossé pendant la crise sanitaire que j'avais pas
tellement réseauté. Et puis le secteur hospitalier étant nouveau, on va pas dire que j'ai tiré une expérience du secteur associatif pendant cette expérience associative. Mais en tout cas, tu t'es prouvé que tu pouvais contribuer, apporter de la valeur et que tu avais des compétences transversales pour un secteur et un domaine complètement différents. Donc, j'imagine que ça nourrit aussi la confiance, la légitimité, que c'est un bon antidote contre le syndrome de l'imposteur parce que beaucoup, moi je vois dans les accompagnements de transition professionnelle, se disent « Ouh là là, si je change de secteur, même si j'ai le même métier, il faut que je passe par la case formation, il faut que je passe par… » Finalement, ce que je retiens, qui peut être intéressant pour les personnes qui réfléchissent en ce moment, c'est t'as demandé de l'aide, t'as posé des questions, t'as été voir les gens en leur demandant leur avis, des conseils, des mises en relation. C'est pas facile de demander. Pourtant, les gens sont valorisés quand on leur demandait. Et puis, tu t'es lancé à un moment, t'as saisi une opportunité avec une prise de risque quelque part sur le format contractuel, l'univers, le secteur. C'est que t'as pas cherché le poste parfait. Non. Parce que pour moi, c'est souvent un écueil. J'ai souvent dans les transitions pro, il y a un peu cette croyance de si je m'arrête et que je suis en introspection totale, il faut cette période d'introspection, elle est nécessaire pour la mise en mouvement. C'est pas nécessaire d'attendre de l'avoir terminée, parce que c'est que le début. C'est une mise en mouvement. C'est pas la peine d'avoir le poste parfait, le projet parfait pour commencer à se mettre en mouvement. C'est ça que j'entends. Je pense qu'il peut être déculpabilisant et qui peut donner envie de se mettre en mouvement plus rapidement. Et donc, voilà, c'était une mission de transition qui était aussi un bon moment pour toi dans ta transition de vie. Et c'est pas tout de suite, finalement, que tu as trouvé le projet idéal. Oui, c'est ça. Faut accepter de sauter le pas, ce qu'on dit. Je pense que ce qui m'a aidée, c'est ce que j'aime par-dessus tout, c'est apprendre. Et que je n'ai pas d'ego professionnel dans le sens où je me dis pas je veux faire carrière, mais j'ai envie de travailler pour apprendre, pour m'intéresser, pour avoir de l'impact, mais pas pour faire carrière. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, de fait, si on me propose quelque chose où je vais apprendre, où je sais que je vais pouvoir être utile, donc il faut la capacité de se dire je ne sais pas ce qu'ils savent, mais je sais sûrement quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et essayons. C'est un peu de l'approche systémique, quoi. On va voir ce qui marche. Et donc, comment es-tu arrivée ici ? J'ai eu beaucoup de chance. J'avais rencontré... c'est encore une rencontre. Tu as saisi des chances. Tu as provoqué, tu as saisi des chances aussi. J'avais rencontré une jeune femme. On avait eu une bonne discussion. Et voilà, elle avait mis dans un coin mon CV, elle trouvait ça amusant, le CV de banquier qui part dans l'associatif. Et le délégué général de la Fondation Caritas était en contact avec elle, ça je ne le savais pas, et lui dit « Je cherche un mouton à 5 pattes, quelqu'un qui connaisse le secteur financier, qui ait déjà fait le saut dans le secteur associatif, donc pour créer le poste de la direction du développement. » Et elle lui a dit « Ah bah tiens, c'est amusant, je l'ai rencontré. » Et donc, j'étais encore dans toutes mes questions, et Jean-Marie Destré m'a appelé. « Est-ce que tu voudrais qu'on se rencontre ?» Bah oui, tiens. Et voilà. Génial. Et donc aujourd'hui, concrètement, sur quel type de projet tu travailles ? Ce que tu me disais là, juste après, tu as un rendez-vous pour une création de fondation. Enfin, explique-nous les coulisses. Peut-être pour ça, expliquer ce que fait la Fondation Caritas rapidement. La Fondation Caritas, c'est une fondation abritante. Donc, on fait bénéficier de notre expertise et de notre grande capacité juridique, en termes très précis, des fondations qui se placent sous notre égide. Et donc, des familles, principalement, à un moment de leur vie, vont vouloir structurer leur générosité pour servir une cause ou des causes et vont décider que il est temps de créer un véhicule et que ce véhicule sera une fondation. Et la Fondation Caritas va les accompagner
dans leur formation à devenir philanthrope, parce que ça implique beaucoup de sujets stratégiques à réfléchir, va les accompagner dans le sourcing des projets, dans le suivi des projets, et va animer cet écosystème de fondateurs par des rencontres, des conférences, des visites terrain, des ateliers thématiques, voilà. Donc c'est entreprendre sa générosité, enfin, c'est entreprendre à travers sa générosité. Comment tu l'expliques? Parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans le secteur, on se dit, bon voilà, finalement, les gens donnent, pour des raisons fiscales ou pour des raisons d'habitude, voilà, chaque année, j'ai l'habitude de donner à cette association parce que je connais machin ou bidule. Et en fait, dans ce que j'entends, tu parles de philanthropie stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire, philanthropie stratégique? Voilà, exactement. C'est le pendant, enfin, c'est l'autre jambe de la Fondation Caritas. Comme beaucoup de fondations, on collecte et on finance des projets. Et donc, il y a ce qu'on appelle la philanthropie stratégique avec l'accompagnement de ces familles. Pourquoi est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Enfin, d'ailleurs, on passe pas forcément, on peut continuer l'un et l'autre. Pourquoi est-ce qu'on passe du don, donc faire un chèque à une cause, à la création d'un véhicule pour structurer, entreprendre sa générosité? Je crois que il arrive un moment dans sa vie, ça ne se crée pas à n'importe quel moment, une fondation, soit parce que l'on a hérité, soit parce qu'on a vendu une société, soit parce que on a eu un accident de la vie, un moment où on a besoin envie de prendre en main sa générosité, sa philanthropie. Et ça, le faire via un véhicule dédié, ça permet donc de mettre en place une stratégie. Versus du saupoudrage. Versus, voilà, des dons, mais c'est très important aussi, à des causes. Quand on donne à une cause, alors ça peut être la Croix-Rouge, ça peut être le Secours catholique, ça peut être la SPA, on donne à cette organisation qui va utiliser les fonds sur les sujets du moment. Donc ça implique de la confiance, effectivement, parce qu'on a besoin de savoir que la grande majorité de la somme que l'on a donnée va servir au projet de la cause. Aujourd'hui, la confiance est quelque chose de plus en plus installé, et de plus en plus qui est extrêmement important. Mais voilà, le philanthrope qui va créer son véhicule, c'est pas tant sur une question de confiance, c'est sur une question d'impact et de suivi de son don. Il va vouloir s'inscrire dans la vie d'une association ou d'un projet et pouvoir suivre le résultat de son don. C'est un peu le ROI de son don. Ouais. en suivre l'impact, effectivement. Alors, tout philanthrope ne va pas forcément demander des comptes très précis à chaque association dans laquelle il va donner, mais ça sera peut-être un impact sur une cause. On va avoir des philanthropes qui vont réfléchir sur un territoire donné. Donc ça, c'est une possibilité, effectivement. On peut n'aller financer que des associations sur un territoire donné qui peut-être travaillent ensemble à la résolution d'une difficulté particulièrement propre à ce territoire. Et c'est très intéressant ainsi peut-être ce philanthrope va derrière organiser des rencontres où il pourra avoir les échanges entre ses pairs du milieu associatif et peut-être ses pairs, lui, qui cofinanceront ses projets. Voilà, ça donne une nouvelle dimension. Ça donne également une dimension temporelle. Selon les causes, il est plus ou moins judicieux d'investir sur du très court terme, du moyen terme. On réfléchit en fait à sa temporalité dans son don. Quand on donne à une cause, une grosse organisation, on peut donner une somme quasiment illimitée à cette association et l'association la gérera au fil du temps. Quand on donne à des structures plus petites qui sont en train de se développer ou qui sont en train d'essaimer, ça serait éventuellement leur complexifier la tâche de recevoir en une fois une très grosse somme.
Donc le philanthrope stratégique ne se simplifie pas la tâche à lui-même, hein. En général, il développe un savoir-faire, des compétences, une stratégie pour une cause très spécifique. Et finalement, quand on est un philanthrope stratégique, quand on donne ces sommes importantes à une fondation, à un ensemble de projets, c'est de l'argent qui quitte la banque, c'est de l'argent qui, quelque part, quitte le patrimoine familial. Comment tu accompagnes ça? Comment tu interagis? Quelle est leur quête aussi avec ça? Mmh. Voilà, quand on dote une fondation ou un fonds de dotation, l'argent est irrémédiablement versé en faveur de l'intérêt général. C'est un vrai sujet parce que la gouvernance de cette fondation ou de ce fonds de dotation décidera de l'affectation des sommes au financement de projets, mais l'argent n'appartient plus à la famille. Ça pose aussi un sujet pour nos chers intermédiaires banquiers qui accompagnent leurs clients dans la gestion de leur fortune, dans leurs différentes transactions, et ainsi, la mise en œuvre d'une philanthropie stratégique doit être particulièrement réfléchie. Que l'argent soit versé sur un fonds de dotation et que derrière, la gouvernance de ce fonds de dotation n'ait pas le temps de trouver des projets dans lesquels investir ou alors soit submergé de demandes et ne sache plus faire le tri et risque de trop verser, pas assez verser, sans impact. La philanthropie stratégique ne facilite pas la vie du philanthrope, ça lui demande un certain investissement. Et nous, la Fondation Caritas, on va les accompagner dans la compréhension des enjeux, dans la structuration de leur stratégie et dans sa mise en œuvre avec le sourcing et le suivi des projets. Parce que finalement, il y a un vrai sujet d'accompagnement de ta part sur la performance du don, de la démarche, et puis aussi sur la notion d'héritage. Parce que quand on monte une fondation comme ça, quelque part, c'est pas de l'argent qu'on lègue, c'est un système de valeurs, c'est une démarche qu'on lègue. C'est souvent repris aussi par les générations futures, j'imagine. Alors, performance, je t'ai vu tiquer. Pas, ouais. Sur le mot performance, ça t'a pas plu. Non. Ça t'a rappelé de mauvais souvenirs. Non, parce que la philanthropie stratégique surtout, c'est surtout la prise de risque. C'est la capacité à laisser l'association prendre un risque, tester une nouvelle solution, peut-être qui ne fonctionnera pas. Alors, tout l'intérêt derrière, c'est qu'elle aille dire aux autres, n'essayez pas ça, ça ne marche pas. Si on est vraiment sûr que ça ne marche pas. Mais voilà, le philanthrope a cette capacité-là, qui sert l'intérêt général au final. Il faut bien que quelqu'un essaye et quelqu'un se plante à un moment ou à un autre. Mais en fait, en ce moment, on a quand même pas mal de grands défis sur lesquels on n'a pas forcément la solution. Personne ne connaît la fin de l'histoire et heureusement qu'il y a des philanthropes qui aident à l'invention de nouveaux possibles. Et on le voit bien, même dans le milieu des startups. C'est quand même aussi des philanthropes, d'une certaine manière, qui ont pas mal financé des systèmes qui n'étaient pas vraiment rentables au départ. Et notamment sur ce sujet de la transition écologique. C'est pas un simple problème où toute cause a ses conséquences. Là, la transition écologique, on est sur un problème majeur, un problème chaotique où on n'arrive pas à anticiper toutes les conséquences liées aux différentes causes. Et donc, c'est en testant des solutions qu'on peut voir si elles font surgir quelque chose et si ce quelque chose est positif, est-ce qu'on peut le reproduire? Et si on peut le reproduire, est-ce qu'on peut le reproduire à plus grande échelle? C'est un sujet que tu vois beaucoup venir dans les nouveaux projets, le sujet de la transition écologique et solidaire? Aujourd'hui, les dons affectés à la préservation de l'environnement restent encore très minimes. Nous, à la Fondation Caritas, notre sujet, c'est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Mais ce qui nous semble ultra important dans le sujet de la transition écologique, c'est que si on veut que cette transition se fasse de façon juste et solidaire, personne ne peut la mener seul, sans prendre en compte toutes les classes de la population, et notamment les plus précaires, qui sont, tout le monde le sait, les plus touchés
par ce changement climatique, alors qu'ils sont les moins contributeurs. Et on ne peut pas le faire sans eux et sans réfléchir à leurs besoins. On ne peut pas non plus le faire sans prendre en compte les méthodes, les idées qu'ils ont pu développer du fait de cette contrainte qu'ils subissent plus que les autres. Et donc, ce qu'on veut porter à la Fondation Caritas, c'est dire que ce sujet de la transition juste et solidaire doit infuser dans tous nos projets. On va essayer, quoi qu'on fasse, quoi qu'on finance, on va essayer dans ce qu'on apporte aussi à nos fondateurs, dans cette expertise, dans ces conférences, de se dire, réfléchissons à comment faire avec chacun pour cette transition. Et la philanthropie stratégique, c'est réservé aux grandes fortunes ? Eh bien, non. La réponse va être très simple. La Fondation Caritas, à sa création, il y a 15 ans maintenant, a été très disruptive sur le marché en expliquant qu'on pouvait créer une fondation avec 60 000 € sur 3 ans. Aujourd'hui, on a un petit peu augmenté le seuil parce qu'on veut rester une petite équipe et donc ne pas gérer trop de fondations sous notre égide. On en abrite un petit peu plus de 100. Et aujourd'hui, avec 40 000 € par an à dépenser dans des projets d'intérêt général pendant 3 ans, on peut créer une fondation. Donc oui, c'est très riche, mais c'est pas ultra riche. De quoi vous avez besoin pour accélérer, pour continuer à approfondir votre action aujourd'hui ? On a besoin de collaboration. Ouais. Voilà. Que chacun se dise qu'à son niveau, il peut avoir un impact. Chacun dans une société peut se poser la question de est-ce qu'une part des résultats va à l'intérêt général ? Chacun dans sa famille peut déjà, avant de transmettre de l'argent, se demander quelles valeurs sont transmises. Et peut-être qu'à un moment, il y aura une certaine somme allouée à la philanthropie. Certains métiers sont des métiers qui peuvent occasionner des mises en relation qui peuvent être particulièrement intéressants. Donc là, je pense notamment à tous ces banquiers qui ont en face d'eux des personnes avec plus ou moins de moyens. C'est des discussions passionnantes, en plus à avoir très intimes, c'est sûr. Il faut avoir développé un certain niveau de confiance avant de parler philanthropie, mais c'est passionnant. Et il existe plusieurs fondations abritantes. La Fondation Caritas n'est pas la seule et unique. La Fondation Caritas, en plus, a un objet spécifique, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. D'autres fondations ont d'autres objets. Il faut que chacun trouve le meilleur endroit pour faire grandir sa générosité. Pour conclure, quel est ton canary call, le message que tu aimerais passer au plus grand nombre ? Je mets à ta disposition les ondes de canary call pour passer l'appel que tu souhaites. Eh bien, je vais rebondir sur ce qu'on vient de se dire avec chacun peut avoir un impact. Et j'avais noté une petite phrase qui m'amuse beaucoup, mais qui est très parlante. Si vous pensez que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez de dormir avec un moustique. Merci beaucoup, Valentine. Merci, Perrine. Bien, bonne continuation. J'espère que cet épisode donnera envie à d'autres personnes de regarder finalement comment les compétences accumulées par les expériences de vie, les expériences professionnelles peuvent être contributives positivement au monde. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.